Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve comme d'habitude pour un topo lecture. Ce sont des lectures du mois de juillet et aujourd'hui je vais t'emmener dans du classique de la littérature belge, dans le monde du manga, dans les nouvelles et dans de la science-fiction. Je te propose de commencer sans plus attendre. Le premier que j'ai envie de te présenter, c'est Martin Eden, qui a été écrit par Jack London. On est aux éditions Libretto et Jack London a écrit Martin Eden en 1909, en tout cas c'est sorti aux États-Unis en 1909 et c'est publié en France en 1921. Martin Eden est un personnage qu'on va rencontrer d'entrée de jeu dans la maison des Morses. On apprend qu'il a sauvé l'un des fils morses d'une rixe et il a, en guise de récompense, été invité à manger chez la famille Morse. Il arrive donc dans un univers qu'il ne connaît pas, la bourgeoisie. Lui est marin, sans éducation, et il est confronté à cet autre monde, puisque, à l'inverse, donc ils sont issus de la bourgeoisie, ils sont éduqués et ils sont argentés. À ce repas, Martin rencontre Ruth, qui est la fille, suite à la lecture de quelques pages d'un livre qu'il a aperçu sur une table et de la rencontre qu'il fait avec Ruth. Il tombe passionnément amoureux de la lecture, des livres et de Ruth. Il décide donc, pour être à la hauteur de Ruth, pour se faire aimer, il espère, de Ruth, il décide de s'éduquer et de s'élever. Pour s'élever socialement, il doit apprendre énormément de choses, notamment les bases, c'est-à-dire la grammaire, la conjugaison, comment savoir s'exprimer, enlever son accent. Donc il a vraiment des prérequis, des codes à acquérir avant même un apprentissage de la culture ou d'une science quelconque. Ça c'est pour l'histoire et les thématiques principales du roman, puisque c'est un roman d'apprentissage et un roman social. Roman d'apprentissage parce que Martin Eden, au moment où on le côtoie, on apprend à le connaître, a déjà 20 ans, mais tout le livre est centré sur ce qu'il apprend, sur comment est-ce qu'il va s'élever, est-ce qu'il va pouvoir s'élever, quelles sont les conséquences de l'élévation à laquelle il va arriver. Et puis il apprend plein de choses sur l'amour, sur les relations avec les autres, les relations avec un autre milieu social aussi. Et donc je fais le lien avec le fait que c'est un roman social, puisque les us et coutumes de ces deux milieux sont vraiment bien mis en avant. On apprend énormément de choses sur comment est-ce que les liens sont tissés et est-ce que l'élévation sociale est possible. Donc au travers les expériences vécues par Martin, ses ressentis et les différentes explorations dans les différents milieux qu'il va côtoyer nous apprennent beaucoup de choses au niveau social. Notamment parce que Martin Eden, au départ, ne connaît pas grand-chose du milieu bourgeois, donc il va évidemment apprendre via l'exploration de ce milieu, ce qu'il en est réellement et se confronter à ses croyances de départ. Et puis dans les notions du roman social, il y a également le fait que certaines personnes doivent travailler évidemment, durement, et donc il y a cet aspect de vie qui est totalement différent en fonction du milieu dans lequel on évolue, et quelles sont les représentations que chaque milieu se fait de l'autre, ou bien même de son milieu. Voilà. Alors ça c'est l'histoire, ce sont les thématiques, et c'est ce que tu vas retrouver dans ce roman, mais pas que, parce que l'écriture de Jack London était très directe, très réaliste, et très très immersive. On entre dans la vie de Martin Eden via un narrateur externe omniscient, donc on est non pas à la première personne, donc proche du personnage, mais on apprend tellement de choses sur comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce qu'il évolue, ça nous le rend super proche et ça fonctionne très très bien parce que j'ai été très très touchée par ce personnage et j'ai beaucoup aimé ce qu'il représente, ce qu'il fait, comment est-ce qu'il évolue. Donc c'est une très grande réussite. C'est un personnage, pour conclure, qui est très généreux, qui est très passionné, qui est très brillant et qui est très intelligent, qui sait ce qu'il veut, qui est sans concession également. Il va dire ce qu'il pense, il veut rester honnête à ce qu'il est et fidèle à ce qu'il est et ce qu'il pense. Donc c'est un excellent roman que je n'ai pas su lâcher. C'est une de mes meilleures lectures de cette année 2024. J'ai vraiment vraiment adoré lire ce classique. Et je ne sais pas pourquoi j'ai attendu tellement de temps, mais vraiment, Martin Eden, c'est à lire, et même à relire, parce que tout y est.
Je suis allée à Liège et dans une librairie qui s'appelle Le Livre au Trésor, j'ai trouvé 2 livres qui m'intéressaient fortement. Le premier, c'est Ici à la recherche de Marie de Madeleine Bourdoux, dont j'avais lu La femme de Gilles l'année dernière, que j'avais du coup présenté dans mes meilleures lectures 2023. Ici, ce livre, donc toujours aux éditions Zoé, Poche, a été publié en 1943 par cette autrice belge et c'est assez court, le résumé va l'être aussi. Marie est en couple avec Jean. On les suit d'abord en vacances. Marie a l'occasion, elle se fait courtiser par un étudiant, mais elle décide de ne rien faire, de ne rien entreprendre. Elle rentre avec Jean à Paris, et puis, parce que Jean doit s'absenter, Marie, qui a les coordonnées de cet étudiant, le contacte et décide de le rejoindre. Et voilà, que va-t-il se passer? Comment est-ce que ça va évoluer? Et bien ça, évidemment, c'est le livre qui va te le dire. On a une plume qui est super précise, on a des phrases courtes qui sont bien ciselées, et en même temps un style qui est assez poétique, voire même onirique. J'ai trouvé que c'était assez particulier parce que tout au long de ce récit, le lecteur est dans les pensées de Marie. Il y a donc une grande proximité avec ce personnage, puisque on voit à travers les yeux de Marie, et on pense à travers elle, on ressent ce qu'elle ressent, etc. On a également tous ces questionnements. J'ai eu une impression de légèreté, ressentie grâce à l'écriture, parce que Marie partait dans des petites réflexions et dans des pensées qui étaient, comme je le disais, un peu oniriques. Donc on a l'impression de flotter dans une bulle dans les pensées de Marie. On a l'impression qu'elle plane au-dessus des gens, qu'elle n'est pas vraiment consistante, qu'elle n'est pas vraiment là, alors qu'elle parle, qu'elle vit comme les autres. Mais dans la manière dont c'est écrit, c'est très très particulier, je trouvais, parce qu'il y a une sorte de détachement comme ça de Marie par rapport à sa vie. Voilà, c'est très singulier comme écriture, j'ai trouvé. On était même quasiment à l'opposé du style de Jack London dans Martin Eden. En tout cas, je me suis fait cette réflexion-là en lisant À la recherche de Marie. Pour que tu aies une petite idée du style, comme d'habitude, j'ai un petit passage. Les rues s'assombrissaient, devenaient plus désertes. Il ne disait pas un mot. Toute parole eût enrobé la réalité, l'eût fait admettre. Ils étaient assez forts pour la regarder en face et leur désir était assez impérieux pour subsister devant la franchise. Ils aimaient à s'acheminer ainsi vers un but précis dans une volonté commune et tacitement avouée. La nuit était belle, il y avait de la joie dans la nuit, ils allaient vers cette joie. Voilà, je ne sais pas si tu peux un petit peu percevoir ce côté un peu poétique, ce côté un petit peu hors du temps. Donc voilà, je te laisserai apprécier évidemment le texte et l'écriture si tu as la chance ou l'opportunité de lire ce texte. Qu'est-ce que je peux encore te dire sur celui-ci? On a plein de réflexions, alors comme le titre nous l'indique un petit peu, sur l'identité, sur comment peut évoluer un amour quand il y a une troisième personne aussi en jeu, mais surtout quand nous-mêmes on évolue. Donc Marie vit un événement qui la change, comment est-ce que ça va avoir un impact sur ce qu'elle est et sur sa vie. Il y a également toutes des réflexions sur ce qu'est le bonheur. Est-ce qu'il existe? J'ai trouvé que ce petit livre était une ode à la liberté d'être soi et le fait de se laisser porter par ses pulsions. Il y a beaucoup de qualités à ce petit récit. Il m'a manqué un avant un peu plus détaillé parce que l'événement arrive assez vite et puis on est dans l'après avec comment est-ce que Marie va évoluer. J'aurais souhaité une situation qui me permettait de comparer les deux Marie. Voilà. Et puis, je parle de pas mal de thématiques. Il y a pas mal de réflexions qui sont amorcées. Parfois, j'aurais voulu qu'elle aille un petit peu plus loin, Madeleine Bourdoux, ou que ce soit un peu plus illustré même, peut-être que ce soit un peu plus long pour avoir vraiment le temps de s'imprégner des conséquences ou bien de comment ça impacte l'héroïne. Donc voilà, parfois je trouvais que ça allait un petit peu dans tous les sens et j'aime bien parfois quand le propos est un peu plus centré. Voilà, il n'en reste pas moins que c'est une très bonne lecture. J'aime vraiment beaucoup la plume de Madeleine Bourdoux et j'aime ses propositions. Et puis totalement autre chose, je te présente le manga alors Neon Genesis Evangelion dans la Perfect Edition. On est au tome 3 et comme ce sont chaque fois l'équivalent de tomes doubles,
Nous sommes donc au tome 5 et 6 dans les éditions traditionnelles. Là, c'est aux éditions Glénat et c'est écrit par Yoshiyuki Sadamoto. Evangelion, c'est vraiment un manga classique. J'ai vu les animés quand j'avais 20 ans. Là, c'est la première fois que je les lis. Donc, je découvre aussi comment est-ce que ça a été adapté. L'histoire, c'est que la Terre est menacée par des entités appelées des anges. Une société, pour défendre la Terre, crée des robots commandés par des adolescents, dont la particularité est d'être quasiment en osmose avec les différents robots qui vont protéger la Terre. Et ces robots s'appellent des Eva. On est donc dans cette dualité entre l'humanité et les robots. Un jour, Shinji, qui est un adolescent comme les autres, sauf qu'il a été abandonné par son père, la maman est décédée, et voilà, un jour, on l'appelle et on lui demande de venir, et on lui demande de piloter une Eva afin de protéger la Terre. Il se rend compte à ce moment-là que c'est son père qui dirige l'institut qui crée ces robots. Il y a donc de l'action, tu l'auras compris, mais également beaucoup d'introspection. C'est un manga qui est très psychologique, et on ne le dirait pas comme ça quand on raconte l'histoire et le résumé, mais il a vraiment cette particularité d'allier l'action et les rebondissements avec ce côté psychologique. Shinji se bat avec lui-même, il doit être courageux mais il ne l'est pas forcément, il doit affronter son père mais il n'en a pas toujours envie, et puis c'est difficile parce que son père est extrêmement dur avec lui, il a des relations compliquées avec les autres, donc il doit apprendre beaucoup sur lui-même, beaucoup sur les autres. Et chaque personnage en fait a ses failles, chaque personnage doit évoluer, et c'est un manga dans lequel les personnages évoluent au fur et à mesure, ils doivent évoluer dans leurs relations, et pour s'améliorer eux-mêmes, parce que sinon ça va être compliqué de pouvoir être utile aux autres. Donc dans la narration, il y a beaucoup l'aspect de l'importance de la connaissance de soi, des autres et des liens entre les individus. Il y a également une ambiance fin du monde, de destruction et beaucoup de nostalgie. Alors ce qui est gai, c'est quand on a vu les animés, c'est de le lire et d'avoir évidemment la bande originale dans la tête. Ça décuple le plaisir de lecture, je trouve. Et ça me donne envie de revoir les animés aussi. Donc voilà, je suis très contente de lire ce manga, je l'apprécie beaucoup. Et je vais continuer puisque tout est sorti, et je pense que c'est en 6 doubles tomes que la série est complète. Voilà. Je te parlais de la librairie à Liège, et bien ça c'est la deuxième trouvaille que j'ai faite. C'est une trouvaille influencée par un des libraires du Cook & Book. J'ai donc lu Les Vitamines du Bonheur de Raymond Carver, on est aux éditions de l'Olivier, et Raymond Carver, qui est américain, a écrit Les Vitamines du Bonheur en 1983. Alors ici c'est un recueil de nouvelles dans lesquelles Carver nous dévoile un récit de vie, des récits de vie, des instantanés dans le quotidien de personnes comme nous. Il est fort dans le sens où chaque histoire, pourtant banale, accroche le lecteur. Ça, c'est imparable. Il y a également une grande psychologie des personnages, et c'est très réaliste. Dans chacune des nouvelles, on entre dans la vie de plusieurs personnes, il y a un événement qui se passe, un événement que chacun peut vivre, hein. Ça peut être, ça peut aller d'un divorce, d'une perte de boulot, enfin, je ne vais pas en dire trop, mais ce sont des éléments que tout le monde peut vivre, et plus ou moins dramatiques ou traumatisantes. Après cet événement, les protagonistes, évidemment, changent ou pas, il se passe quelque chose dans leur vie ou pas, voilà, on les suit en tout cas après cet événement. Il y a donc beaucoup de psychologie, j'en parlais un petit peu avant, mais c'est centré principalement sur ça. Comment est-ce qu'ils étaient, plus ou moins avant l'événement, et puis qu'est-ce que ça change chez eux, si ça change quelque chose. J'ai apprécié les histoires à chaque fois, ça n'a jamais raté, et je trouve qu'en ça, franchement, il est excellent. Mais comme avec le recueil de science-fiction, je n'ai pas non plus aimé les fins. Je suis extrêmement difficile dans les nouvelles, souvent ça ne me parle pas ou je suis insatisfaite. Donc vraiment, je crois que c'est souvent propre à moi parce que je suis rarement convaincue par les nouvelles. Ici, je pense pas que ce soit un spoil, mais il faut savoir que ce sont les genres de nouvelles.
Dès la première nouvelle, on comprend, et dès qu'on lit la deuxième, on s'assure d'avoir compris. Ça vient renforcer le fait qu'on ait compris, puisque chacune des nouvelles se termine de manière abrupte et plutôt sur une fin ouverte. Voilà. Et c'était un petit peu trop pour moi, malheureusement. Donc je suis clairement restée très mitigée, parce que j'étais assez frustrée après la lecture de chaque nouvelle. Maintenant, si tu aimes qu'on te laisse une grande marge de manœuvre, où tout n'est pas dit, et où il y a beaucoup de réalisme, et où de toute façon c'est bien écrit, et il y a beaucoup de psychologie de personnages, fonce. Je termine le topo avec La vérité avant-dernière de Philippe Cadic aux éditions J'ai lu. Ce roman a été écrit en 1964, en tout cas ça a été publié aux États-Unis en 1964, et ce texte a été traduit de l'anglais par Alain Dorémieux. De quoi ça parle ? Une troisième guerre mondiale a eu lieu. Pour préserver les hommes et les femmes, on a demandé à la population qui restait de descendre sous terre, de s'abriter dans des abris et d'y rester, mais de contribuer à l'effort de guerre en construisant, grâce aux mécaniciens et aux autres, des soldats de plomb appelés sol-plomb, pour que ces soldats puissent se battre à la place d'hommes, puisque à cause de cette guerre, il y a des radiations, et donc pour éviter le risque d'être irradié, on envoie des soldats. Il y a une interdiction de sortir de ces abris, et la guerre dure depuis 15 ans. Nous, quand on commence à lire, on va suivre très rapidement deux personnages. Un personnage qui se trouve à la surface, il s'appelle Joseph Adams, on comprend bien vite qu'il a un rôle dans cette société. Et puis on va suivre également dans un abri, le président d'un abri en particulier qui s'appelle Nicolas. On apprend assez rapidement que Nicolas doit aller à la surface pour récupérer quelque chose de très important pour un membre de son abri. Donc c'est ce qu'il fait. Et du coup, il sort, malgré l'interdiction, malgré les risques de radiation, malgré le risque de guerre. Et là, il se rend compte que peut-être que c'est pas ce qu'on leur a dit. Tout le récit repose sur la confrontation avec ce qu'il se passe réellement en surface, et puis également comment ça se passe en surface. Donc il faut savoir que on est principalement à la surface et non pas dans l'abri. Il y a quelques chapitres qui se situent sous terre, mais la plupart des chapitres sont axés sur la surface et sur la politique de cet univers. Donc c'est intéressant, c'est pas lassant du tout, franchement. Philippe Cadic sait maintenir le suspense avec des actions, avec des dialogues, avec un univers qui est très très bien construit. Donc tout ça, franchement, ça se tient super bien, mais il faut savoir que c'est ça qu'on va retrouver, ne serait-ce que pour avoir des infos, parce que l'univers, on sent qu'il est construit, et parce que toute la trame repose sur ça aussi. On veut comprendre ce qu'est le système politique de cette société, les origines, comment ça se passe maintenant, et comment ça a évolué. Donc ça, c'est ce que tu vas retrouver clairement dedans. Il y a du rythme, de chouettes personnages, il y a de l'action, et la plume est très très agréable. On a également un dénouement qui est très explicite, et des rebondissements aussi qui le sont. J'ai trouvé, en tout cas j'ai eu l'impression, en lisant et en terminant le livre, que tout était vraiment bien réfléchi et que tout se mettait convenablement. Là aussi, peut-être que je suis allée vers celui-là parce que je sortais d'une lecture où j'avais très peu de réponses. Là, on en a. Voilà, donc c'est marrant, comme les lectures vers lesquelles on se dirige, parfois, viennent apporter ce qui nous avait manqué. Ici, en tout cas, ça a été une très bonne lecture, une très bonne découverte. J'avais déjà lu Philippe Cadic dans Le Maître du Haut-Château, mais c'est le récit que je voulais découvrir. Ça me conforte dans l'idée que j'aime son écriture, j'aime ce qu'il nous propose, et j'aime l'originalité de ses textes. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que l'un de ces livres t'a donné envie? Si oui, tu me le mets en commentaire. Si tu veux partager autre chose, tu n'hésites pas non plus. J'espère que tu vas rencontrer de chouettes livres, de chouettes histoires, et puis que le plaisir de lire soit avec toi.